Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Laurent, bienvenue sur Un pour tous, tous coachés. Je suis ravie de t'accueillir. On a prévu ce podcast depuis déjà quelques semaines et le sujet d'aujourd'hui en lien sur la santé au travail, le bonheur au travail sont des sujets qui, je sais, t'animent. Je vais démarrer d'abord par la présentation rapide de depuis quand on se connaît pour que nos auditeurs et auditrices puissent avoir l'info. Ça remonte au banc de l'école. Tu étais dans la promo de l'EPP, l'école des psychologues praticiens sur Lyon, d'avant ma promo. On avait échangé, travaillé peut-être ensemble sur un ou deux projets de la junior entreprise à l'époque. Et puis nos chemins sont recroisés il y a un petit peu moins d'un an, je dirais 6 mois à peu près, par l'intermédiaire de Sandrine Chassigneux, du coup, qui nous a mis en contact. Et puis le réseau faisant son œuvre derrière, on t'a accepté avec beaucoup de gentillesse d'être interviewé par mes 2 classes de MBA DRH l'année dernière. Et ça nous a ouvert plein de perspectives comment est-ce qu'on peut continuer à échanger, travailler ensemble. D'où le sujet d'aujourd'hui. Donc, tu es psychologue de formation, tu as ton compte, tu as travaillé aussi dans la gestion du stress dans des contextes qui ne sont pas forcément évidents. Peut-être qu'on sera amené à en parler sur le sujet d'aujourd'hui. Tu as plusieurs cordes à ton arc aussi et je suis vraiment ravie de t'accueillir. Du coup, je vais pouvoir te laisser la parole pour que tu nous dises ce que tu as envie de nous dire en plus que ce que j'ai déjà pu présenter rapidement. Et puis après, on enclenchera sur notre sujet du jour. Bonjour, merci Cécile, ça me touche que tu m'aies sollicité pour cet entretien. Je trouve ça intéressant de pouvoir échanger pour une fois que des psys peuvent discuter en mettant toutes ces réflexions et ces échanges au service d'un plus grand nombre. C'est à mon avis une bonne démarche, c'est intéressant. Qu'est-ce que je peux ajouter à ce que tu as dit? J'ai une activité donc de clinicien à peu près 1 journée à 2 journées par semaine à Lyon, où je reçois beaucoup d'adultes qui sont en situation de souffrance. Et puis j'ai élargi la consultation aux ados et aux enfants pour pouvoir prendre un peu plus en charge les problématiques consécutives à toute cette période qu'on a vécue là depuis 2020, la période Covid. Et puis je travaille dans un cabinet lyonnais et parisien qui s'appelle Peers où on intervient en conseil RH. On est tous des seniors, on est tous des dirigeants d'entreprise et on met en relation nos capacités, nos compétences et nos points de vue pour proposer du coup des solutions, des approches différentes et plus enrichissantes à nos clients. Donc c'est aussi bien des approches coaching, assessment, recrutement, psychologie du travail au sens assez large. Voilà ce que je pouvais simplement ajouter. Merci beaucoup pour ta présentation et complément d'infos. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, on était parti sur bonheur au travail versus santé au travail. Ce sont des sujets qui t'animent et puis tu nous l'as dit, tu travailles aussi avec des personnes en souffrance, donc c'est des sujets que tu travailles au quotidien. Peut-être déjà démarrer par ta définition à toi du bonheur au travail et de la santé au travail. Quel distinguo tu fais? Je pense que ça peut permettre déjà de poser un petit peu le cadre pour nos auditeurs et auditrices. Si on réfléchit à la question du bonheur, on peut remonter sur tous les courants de la psychologie, de la philosophie, on peut retourner aussi même dans une interrogation plus spirituelle. Le bonheur, je vais pas le définir maintenant, mais on est quand même bien obligé de considérer que c'est pas un élément qui est intimement lié au travail. On peut être heureux en dehors du travail et au travail, mais on ne peut pas être heureux au travail et malheureux à l'extérieur du travail. Sinon, ça voudrait dire que les enfants ne peuvent pas avoir accès au bonheur, que les personnes à la retraite ne peuvent pas avoir accès au bonheur, qu'une mère de famille ou un père de famille qui reste chez lui ne peut pas avoir accès au bonheur. Donc voilà, le bonheur n'a rien à faire avec le travail, à mon avis. On peut être heureux et être heureux dans sa vie, être heureux au travail. Qu'est-ce qui différencie du coup le bonheur au travail du bonheur tel que moi je me le représente? C'est que dans le bonheur, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Ça veut dire que je sais qui je sais où je suis, pourquoi je suis là, et j'ai le sentiment ou la conviction ou la foi, parce qu'il y a la dimension spirituelle qui est importante, de participer à quelque chose qui me dépasse. À ce moment-là, j'accède à des
dimensions supérieures, supplémentaires de mon existence qui me permettent de tendre vers le bonheur et je ne pense pas qu'on puisse jamais l'atteindre. Je pense qu'en dehors du travail, beaucoup de personnes qui ont eu un enfant ont découvert à la naissance ou à l'apparition de l'annonce de cette parentalité une dimension supplémentaire de leur personne dont ils n'avaient pas conscience. Et c'est après l'avoir découvert, après l'avoir expérimenté, qu'ils disent en fait je ne pourrais pas revenir à l'état d'avant. Je ne pourrais pas revenir à ce que j'étais avant d'apprendre ou avant de réaliser que j'étais parent. Donc c'est pareil pour le bonheur. C'est quelque chose vers lequel on peut tendre, mais qu'on n'atteindra certainement pas. La santé au travail, si je reprends la définition de Canguilhem, l'état de santé, c'est l'état d'absence d'éléments de souffrance. La santé est normale quand on n'est plus dans cette norme, on a une expérience qui est pathologique, donc qui est anormale, et là, on est dans une phase où on expérimente l'absence ou l'absence de santé ou la souffrance d'une manière plus précise. Donc la santé au travail se différencie du bonheur parce que la santé est à la fois un état physiologique, psychologique, sociologique, il n'y a pas de dimension transcendante. Ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise de me rendre heureux, de me permettre d'accéder au bonheur, mais c'est sa responsabilité, légale d'ailleurs, de protéger ma santé. Et la responsabilité de l'entreprise à ce sujet-là n'est pas une responsabilité dans laquelle l'entreprise doit prouver qu'elle a mis en place ce qui était nécessaire pour protéger la santé, elle doit prouver les résultats. C'est une obligation de résultat. Elle a une obligation vis-à-vis du résultat, et pas du tout vis-à-vis du bonheur. Il n'y a pas d'obligation de résultat face au bonheur. Ouais. Quand on a préparé l'épisode, tu me disais que souvent les deux peuvent être potentiellement confondus. Enfin, c'est souvent des sujets qui se mixent, qui se croisent par rapport à ton expérience. Qu'est-ce que t'en dirais de ça, justement? Je pense que si on reprend les différents courants qui ont jalonné le management au XXe siècle, au XXIe siècle, il faut garder à l'esprit qu'ils ont toujours eu pour finalité de faciliter ou d'augmenter la productivité des personnes, à travers l'organisation du travail ou à travers les modalités d'influence. On peut reprendre les expériences qui avaient été conduites, je crois que de mémoire, c'était à la General Electric, où on s'était rendu compte qu'il suffisait de manifester de l'attention sur les salariés pour augmenter de manière significative leur productivité. Donc la question du bonheur au travail apparaît aujourd'hui dans une continuité par rapport à cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que si les gens sont heureux au travail, eh ben, ils travaillent mieux. Bon, alors du coup, on va mettre en place les conditions du bonheur, entre guillemets, non pas par altruisme, non pas par morale, non pas par humanisme, mais parce que ça va générer un gain de profit derrière. D'ailleurs, si on regarde bien, les entreprises qui ont mis ça en place sont des entreprises américaines, puisque maintenant on est aussi très dépendant des États-Unis ou du monde anglo-saxon sur les techniques de management. Mais les mêmes boîtes qui développent une démarche happiness manager, etc., sont des boîtes dans lesquelles on vous dégage du jour au lendemain en 5 minutes. Vous voyez? Donc, la question de votre bonheur au travail, elle ne s'inscrit que dans une logique de productivité au sein d'une entreprise. Si vous n'avez plus votre place dans cette entreprise, on vous dégage sans plus jamais se poser la question ni du bonheur, ni de votre santé, ni de votre souffrance. Donc, c'est là qu'il y a un leurre. C'est là qu'il y a un leurre. Et puis, si on prend un peu plus de distance par rapport à simplement la question de l'entreprise, la question du bonheur en général, même au niveau de notre société occidentale, elle est biaisée. C'est-à-dire qu'on attend de nous que l'on accède au bonheur, qu'on soit heureux à certaines conditions. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas renoncer. Il ne faut pas renoncer au fait qu'on consomme. Il ne faut pas renoncer au fait qu'on se soumette à des injonctions. Il ne faut pas se renoncer au fait qu'on puisse penser dans un certain cadre qui est toléré. Et en dehors de ce cadre-là, c'est pas admissible. Donc, c'est pas un bonheur qui a à voir avec la réalisation de chacun d'entre nous, même si on reste dans une perspective de bien commun, c'est-à-dire dans lequel chacun trouverait sa place. C'est un bonheur qui est dans un cadre sociétal, un cadre d'entreprise, un cadre politique au sens global, enfin au sens premier du mot politique. Ouais. Donc en fait, le terme bonheur, quelque part, si je reprends un petit peu ce que tu dis, tu me dis si je me trompe pas dans ta perception, mais on l'appelle bonheur quelque part par facilité, mais ça devrait pas forcément porter le nom de bonheur, puisqu'on enlève en fait le côté transcendant que le travail ne peut pas proposer. C'est devenu un objet marketing. Ah, ok, d'accord. Même en marketing RH d'ailleurs. Complètement, ouais, complètement. Il y a Ouais, une annonce qui est passée sur LinkedIn il n'y a pas longtemps, mais je pense que tu pourras la retrouver. ouais. L'annonce d'un dirigeant d'EHPAD qui faisait, voilà, qui mettait une annonce, un poste pour recruter un animateur. Il y a Ouais. énormément de chances qu'il y ait il y a des choses qui ont à voir avec le bonheur, en particulier le fait que on a quelqu'un dans l'entreprise, c'était formulé à peu près comme ça, on a quelqu'un dans l'entreprise qui te fera un cadeau le jour de ton anniversaire. Ouais, tout à fait, mais c'était ça, je l'ai vu Voilà. passer, ouais. Tu l'as vu passer. Moi, il y a des Ouais, choses qui m'ont marqué dans cette annonce. D'abord, le ouais, tutoiement. C'est-à-dire que oui. l'employeur annonce déjà à son collaborateur que ça va être le tutoiement en rigueur, entre eux.
Mm. Ça veut dire que déjà la nature de la relation ne sera pas protégée par une distance professionnelle. Mm. Ça veut dire aussi que je vais faire en sorte que tu sois heureux, que tu sois heureuse, et que toi, tu seras aussi en face reconnaissant ou reconnaissante envers moi Mm. ou envers moi en tant que représentant de l'institution. Ça veut dire aussi que si la nature de notre relation professionnelle n'est pas cadrée par le tutoiement ou par le vouvoiement, enfin par le vouvoiement en particulier, toi qui es animateur qui va travailler avec des personnes âgées, quelle est la nature ou le cadre de la relation que je vais te demander de prendre? Et quand il y a une distance trop facile, quand il n'y a pas un cadre suffisamment rigide dans la relation entre le salarié dans un EHPAD et le résident, c'est à ce moment-là qu'il y a une confusion au niveau affectif, au niveau relationnel, et c'est les conditions d'apparition principales des situations de maltraitance. Donc, je pars d'une annonce qui a annoncé et qualifiée par certains de mes collègues comme étant en termes de QVT le top du top, Mm. où on annonce que la personne sera très heureuse dans cette fonction d'animateur. Mais moi, je pose la question, si je vois comment les choses s'enchaînent, ce que je soulève derrière, enfin en tout cas l'hypothèse que je vois apparaître derrière, en tout cas ce qui m'inquiète, c'est une issue potentiellement néfaste pour les résidents, parce que ce sont des conditions, à mon avis, on réunit les conditions pour laisser apparaître des situations de souffrance psychosociale et éventuellement des situations de malveillance ou de maltraitance. Okay. C'est pour ça que c'est marketing. Oui, ok, c'est le côté effectivement pour attirer, parce que ce secteur très pénurique pour trouver, etc. Donc sortir un peu du cadre pour pouvoir donner envie à peut-être quelqu'un de postuler qui le ferait pas forcément. Et toi, effectivement, avec ton regard et la prise de conscience de savoir qu'effectivement, voilà, comment se pose le cadre, les limites et qu'est-ce que ça peut potentiellement être le terreau de par la suite en termes de, ouais, de limites, de cadre et de potentiellement dérive par Oui. rapport à cette notion-là de cadre. Ok. Ouais, effectivement, ouais, je l'ai vu passer, ça a beaucoup buzzé sur LinkedIn, hein, je crois que je l'ai vu sur LinkedIn, hein, très clairement. C'est ça. Quand on a préparé l'épisode, on a aussi parlé de mémoire, hein, des risques psychosociaux, de la prévention, Mmh. le fait d'enlever les sujets de souffrance, enfin toute Mmh. cette thématique-là. Toi, par rapport Mmh. à ton regard, ton expérience que tu as pu déjà mettre en place, parce que tu as aussi une expertise en entreprise sur tous ces sujets-là. Hein. Si je me trompe, pardon, c'était plutôt tu me rectifies, mais c'était de ce que j'ai compris des enquêtes, des HSE, ou alors Alors, effectivement c'était mandaté des entreprise où enquêtes, tu as pu... oui, c'est Ouais. ça. C'était des enquêtes qui avaient pour objectif d'essayer de comprendre une situation psychosociale complexe Ouais. pour laquelle il y avait déjà des plaintes. Alors, souvent portées par le CSE ou le CHSCT, parfois également aussi par l'inspection du travail, la médecine du travail. Mais globalement, à partir du moment où on nous demandait d'intervenir, c'était qu'il y avait quand même un consensus sur le fait qu'il y avait quelque chose qui dysfonctionnait et qui méritait une étude beaucoup plus approfondie. Mon boulot en tant que psy dans ces situations-là, c'est de différencier ce qu'on appelle le manifeste et le latent. C'est-à-dire que manifestement, on peut voir qu'il y a des situations qui sont problématiques, des conflits dans certaines équipes, un turnover, une augmentation des arrêts maladie, etc. On peut essayer d'agir dessus. Et si malgré nos actions, le problème perdure, c'est qu'au niveau latent, donc au niveau de ce qui est caché, ce qui est sous le niveau de la mer, si tu veux, il y a quelque chose qui est en train de se passer ou qui s'est installé. Et c'est cette chose-là qui produit des effets qu'on voit au niveau du manifeste, donc on voit au-dessus de la surface. Et mon boulot, c'est justement de répertorier tout ce qui est à la surface, d'identifier tout ce qui est au fond, tout ce qui est caché, et de voir comment les choses sont liées pour proposer du coup des actions, d'abord des analyses, des hypothèses de compréhension, puis ensuite des actions sur le fond pour agir sur la surface. Alors, sur la question de la santé au travail et des risques psychosociaux, je disais tout à l'heure qu'on était, dans une certaine mesure, idéologiquement, on est affilié aux États-Unis en termes de management. Les revues qui font référence, c'est la Harvard Business Review, par exemple. C'est voilà. Même nous, les psys, si on reprend ce qu'on a étudié en termes de management, ça vient beaucoup des États-Unis. Alors maintenant, on a la clinique de travail qui est bien portée par Deux Jours ou par Yves Clos. On a vraiment une réflexion française qui est intéressante, mais qu'on ne voit pas vraiment se réaliser en entreprise, ou alors on la voit se réaliser mais dans les services de santé au travail, ou nous, dans nos outils de psy ou de sociologue pour travailler. Qu'est-ce qu'on constate? Moi, il y a des choses qui sont toutes bêtes. Tous les ans, on nous propose une nouvelle stratégie RH ou managériale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celle de l'année dernière n'était pas efficace. Ça veut dire ensuite que, comme dans toute démarche commerciale, il faut qu'un produit en chasse un autre. Donc le management peut s'envisager aussi comme un produit, ou les stratégies de management peuvent s'envisager comme des produits. Et d'ailleurs, tout le monde fait des formations sur tout un tas de thèmes qui sont toujours en lien avec le management ou avec les ressources humaines, ou avec la relation au travail. Et ça va des choses qui sont très proches de la psychothérapie, je pense au disque, je pense à la communication non violente, je pense à la pensée positive, etc., etc., à des formes beaucoup plus organisationnelles, le lean management, etc., etc. Donc, à force d'accumuler des couches comme ça, à mon avis, le management perd complètement son sens.
Parce qu'il y a des moments où effectivement ce serait intéressant pour le manager d'avoir une approche assez individuelle, il y a des moments où des situations où il faudrait une approche beaucoup plus holistique, il y a des moments où il faudrait qu'il exerce réellement une autorité en tranchant, en faisant du management directif. Et il y a des moments où on dirait non mais ça c'est de la malveillance ou c'est de la maltraitance. Parce qu'on confond le fait comment dire, d'être limité, de subir un management directif avec ce que c'est que du harcèlement. Tout ça devient très, très ambigu. Les gens sont plus capables de faire la différence entre, justement, le conflit et le harcèlement. Le conflit est une Mm. modalité de relation qui est saine. Le harcèlement apparaît la plupart du temps quand on ne peut pas être en conflit. Donc peut-être qu'une première, et c'était un petit peu nos échanges et c'est ma réflexion actuellement, et elle n'est pas posée, elle n'est pas définitive, peut-être qu'une démarche qui pourrait être originale, ce serait de dire on va commencer par arrêter de rajouter des couches. On va Mm. arrêter de rendre les modalités de relation à l'autre complètement confuses. Peut-être que ce serait bien de revenir sur une organisation beaucoup plus simple, beaucoup plus précise, avec une définition de la relation entre le salarié, l'entreprise et l'employeur qui soit simple. La relation, elle est simple, elle est contractuelle. Il y a une définition du travail qui est intéressante, qui n'est pas la seule, mais celle-là, elle est intéressante. Le travail, c'est l'abandon momentané de sa liberté. Et effectivement, quand je suis au boulot, je fais pas ce que je veux, je suis pas habillé comme je veux, je réponds à quelqu'un, j'obéis. L'abandon momentané, donc c'est pendant un temps duré, de la liberté moyennant un dédommagement financier. C'est intéressant parce que du coup, la notion de dédommagement est relative en fonction de la notion de liberté qui est abandonnée. Hein. L'abandon de la liberté de Bernard Hérault montre qu'il n'a pas tout à fait sa liberté n'a pas la même valeur selon sa définition que la mienne ou qu'un ouvrier, mais elle est intéressante cette notion-là. L'abandon momentané de sa liberté moyennant un dédommagement financier. Du coup, si on reprend des définitions du travail et de la modalité de relation qu'il y a entre les deux personnes, l'employeur et l'employé, dans le cadre du travail, justement, ça permet de relimiter les choses. Et là, la question du bonheur n'a rien à voir. Tu viens au travail de 8h à 18h, tu es rémunéré pour ça, et avec cet argent-là, tu peux vivre et surtout, tu peux développer ce qui va te rendre heureux dans les axes qui sont les tiens. Alors ça peut être dans une vie de famille, ça peut être dans le développement d'une passion, etc., etc. Mais moi, en tant qu'employeur, j'ai juste l'obligation de te donner du travail, de te donner les moyens de faire le travail que je te demande de faire, et de faire en sorte qu'il n'y ait rien qui nuise à ta santé. Mais que tu sois heureux ou pas heureux, c'est pas vraiment ma responsabilité, c'est pas mon problème. Voilà. Alors je sais pas, c'est une réflexion en ce moment où je me dis bon, on accumule. Alors il y a un autre phénomène qui est néfaste avec cette accumulation, c'est que on forme les gens. Former les gens, leur demander de changer leur façon de se comporter, ça a un coût en termes de charge mentale et ça a un coût en termes d'énergie psychique. Et ce coût-là n'est jamais déduit de ce qu'on leur demande de produire. Hein. C'est assez classique. Tu prends la fiche de poste de n'importe quel salarié. En gros, on a détaillé le travail qu'il est en capacité de réaliser en 35 heures. Et après, il y a du temps de réunion. Et après, il y a du temps de projet. Et après, il y a du temps de participation à une activité, que ce soit le CSE ou que ce soit une autre structure. Et ce temps-là, cette énergie-là, n'est jamais décomptée de la production qu'on lui demande de réaliser. Donc, on met les gens en surcharge. C'est pareil pour les managers. Les managers, aujourd'hui, on les forme tous au disque ou à la communication non violente. Il est attendu qu'ils gèrent tout en communication non violente. Mais c'est pas bon, c'est pas sain, et puis c'est pas possible. Et quelle énergie ça leur demande d'apprendre ces techniques-là, d'apprendre quand les utiliser, d'apprendre quand ne pas les utiliser, etc., etc. C'est un vrai sujet de fond parce qu'en plus, bon, pour le coup, je suis en plus clairement dans le sujet puisque moi, une de partie de mon activité, c'est justement de former, accompagner les managers et la réflexion que j'ai avec la prise de recul, c'est qu'un l'accompagnement, il peut se faire que sur du long terme et que en libérant du temps et avec une hiérarchie qui est consciente que manager, c'est un vrai job à part entière. La production, pour moi, d'un manager ne devrait pas être minime par rapport à ce qu'on demande, puisque déjà manager des gens, c'est un vrai job et souvent on le demande en plus déjà d'une fiche de poste qui est bien remplie. Donc c'est des vrais sujets, des vraies questions et la réponse elle est complexe et pas forcément évidente parce qu'il y a cette notion de rentabilité aussi, de productivité dont tu parlais tout à l'heure, qui est dans beaucoup de structures le maître mot. Et je vois pas du tout le même rapport à la formation et à l'accompagnement d'ailleurs en entreprise dans des structures associatives qui ont vocation souvent à pas avoir cette notion de rendement de productivité et avec des interventions dans des structures qui sont très allez on va le dire si on reprend un peu t'as dit américanisé quoi avec le côté Mmh. américanisé mais c'est un vrai sujet de fond. Et toi par rapport à ça comment tu fais pour te tenir au courant justement échanger, tu me disais que c'était un sujet qui t'intéressait, hein, c'est un vrai sujet du moment, t'as été
aussi interviewé sur BFM récemment sur cette C'était thématique-là. sur Enfin, je sais que CNews, ouais. CNews, pardon, Ouais. excuse-moi. Non, C'est pas non, la même chose. je n'ai départ ni chez BFM ni chez CNews. Euh, Pourquoi j'avais BFM en tête, mais c'est ok. CNews, c'est bien. Pour moi, c'est à peu près pareil. Je vois pas trop la différence entre les deux. Je suis ni l'une ni l'autre d'ailleurs. Alors en fait, ben justement, ce qui est intéressant avec Peers, c'est de pouvoir en parler avec des gens qui sont pas psy. Mm. Donc, qui ont un regard sur la situation qui est assez différent du mien et qui est à la fois différent et à la fois c'est un regard qui est assez proche des gens qui sont sur le terrain. Je veux dire par là que nous, notre fonction de psy, c'est toujours un petit peu d'être attentif à prendre de la hauteur. Alors, ça veut pas dire qu'on est plus intelligent, mais on pense les choses en système. On est habitué et on est, comment dire, on est formé ou déformé à chercher le sens caché des choses ou la dimension symbolique des choses, en ayant la prudence de dire que tout ça est hypothétique. On n'est pas des devins, encore moins des magiciens et encore moins des je sais tout, mais à chaque situation, on peut se dire peut-être que ça veut dire ça, ou peut-être que pour l'autre ça veut dire ça, ou peut-être que c'est à relier à telle situation. Donc en parler avec des gens qui sont pas psy, c'est déjà très intéressant. Ensuite, j'ai la chance de travailler dans différents secteurs et de voir des différences et de voir aussi des similitudes. C'est-à-dire que si je prends juste 3 secteurs dans lesquels je travaille, la poste, le secteur hospitalier et l'industrie, grands groupes en particulier, il y a des choses qui sont très similaires. En particulier, la souffrance des managers de proximité, donc le premier niveau de management, on retrouve partout. Et à mon avis, cette souffrance, elle a en commun que ce sont les fonctions qui ont à maintenir un lien élastique entre le travail tel qu'il est prescrit, tel qu'il est pensé, et c'est figé, ça, hein, et la réalité du terrain qui est chaotique. Plus dans le terrain, dans le travail, sur le terrain, vous avez affaire à du vivant, plus c'est chaotique. C'est-à-dire que l'industrie, en termes de production industrielle, le vivant, bon, effectivement, c'est les salariés qui font marcher la machine, mais la poste, lorsque le vivant, ben, c'est le climat. Lorsque le vivant, ce sont les gens à qui vous déposez le courrier ou qui viennent dans votre agence postale. Ou à l'hôpital, lorsque le vivant, ce sont les soignants, que ce sont les patients, que ce sont les familles des patients, c'est absolument impossible de faire rentrer une réalité aussi complexe dans un outil qui permettrait de, comment dire, de le cadrer, de le limiter et de projeter et d'anticiper. Donc voilà, les managers de proximité dans tous ces secteurs-là sont les plus en souffrance. Et plus on monte dans les strates, plus les gens, à mon avis, travaillent sur des modèles et de moins en moins ils travaillent sur le réel. Ouais. Okay. Ouais. Donc ça, je le vois beaucoup. Et mes collègues de peers, que ce soit d'anciens DRH, que ce soit des recruteurs, alors il y en a qui font du recrutement dans des fonctions qui sont très spécifiques, très techniques, d'autres qui sont dans des fonctions beaucoup plus managériales. C'est justement intéressant de pouvoir avoir ces échanges-là et de voir comment les uns et les autres, les retours qu'ils en ont et la façon dont eux perçoivent tout ça. Après, bon, en source d'information, il y a aussi évidemment toute la littérature, que ce soit les articles des collègues, des confrères, ou que ce soit les œuvres de recherche plus approfondies, plus épais, plus riches, quoi. Okay, ouais, donc du coup, tu as plusieurs sources, plusieurs moments d'échange aussi pour nourrir cette réflexion. Est-ce que par rapport à, avant qu'on passe aux questions plus classiques du podcast, est-ce que par rapport à ce sujet, parce qu'il est très vaste, il est large, il est passionnant, on pourrait en parler pendant des heures. Est-ce que déjà par rapport à là où tu en es toi et à ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a d'autres compléments d'informations qui te semblent importants de préciser pour pouvoir avoir une vision à l'instant T, en tout cas au moment où on enregistre, de ta perception et du questionnement et des questionnements et des débuts de réponses que tu as de ton côté? Je crois que ce que je vais dire est assez commun à beaucoup de psy. Je fonctionne en ouvrant des hypothèses et en les gardant ouvertes. Et c'est une réflexion aussi bien que j'ai aussi bien en thérapie que dans le cadre de mon intervention d'entreprise ou que même dans ma compréhension du monde autour de moi. J'ouvre des hypothèses, je les garde ouvertes et je pars du principe que plus j'ai d'hypothèses ouvertes, plus ma réflexion va être riche et plus j'ai de chances de tomber pas trop loin de la cible. Et puis j'ai toujours une hypothèse qui est que il y a toutes les hypothèses que j'ai pas ouvertes et que je connais pas. Voilà. À partir de là, ça me permet de ne pas me fixer sur des certitudes. Ça me permet aussi sans doute d'avoir un certain plaisir à jouer avec les idées, parce que je peux parfois ouvrir des hypothèses qui semblent assez loufoques et qui finalement étaient sans doute issues d'une forme d'intuition qui n'était pas complètement débile, qui n'était pas complètement stupide. Et si l'hypothèse n'explique pas tout, elle peut donner parfois des petits éléments intéressants à aller creuser. Donc, je peux juste encourager les gens à fonctionner un peu plus comme ça. C'est comme une gymnastique, en fait. C'est à la fois une gymnastique intellectuelle et un jeu. Et alors, dans une période où on nous dit que parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas penser,
ça m'interpelle et ça me pousse encore un peu plus à le faire. Oui, ouais, ça va me faire une transition parfaite parce que du coup, il y a une question que je pose habituellement à la toute fin du podcast, mais qui est sur est-ce qu'il y aurait un autre sujet, un autre thème qui te semblerait important qu'on aborde ou quelque chose en complément. Et on a déjà décidé de faire un deuxième épisode de podcast et notamment, en lien, enfin, ça me fait des ponts avec ce qu'on s'était dit sur l'injonction de penser et la capacité aussi à manifester un avis contraire à ce qu'on peut voir, à ce qu'on peut imaginer, les impacts que ça peut avoir. Et du coup, voilà, on pourra déjà dire à nos auditeurs auditrices que s'ils ont aimé cet épisode, il y en aura un deuxième bientôt, et que notamment on reviendra sur ces sujets-là. Donc ouais, ok. Ouais. Important aussi de le préciser. Mm. Autre chose? Je, Qu'est-ce qui me semble important en ce moment? Je pense que, constaté pour moi, et je l'ai souvent proposé à des patients, se mettre en retrait momentanément, 15 jours, 3 semaines, minimum 3 semaines, de toute source d'information était un exercice intéressant pour voir l'effet que ça produisait. Comme la santé au travail. La santé au travail, on ne se rend pas compte de l'effet du stress et de la charge mentale jusqu'à ce qu'on l'ait retiré. Et il faut l'avoir Oui. retiré un moment pour se rendre compte qu'il y a un premier temps qui est un temps d'angoisse et d'anxiété et d'angoisse plutôt. Il y a un deuxième temps qui est un temps de dépendance et il y a un troisième temps qui est une sorte d'éveil. Parce qu'on ouvre les yeux sur un monde différent, sur une relation au réel qui est différente. Et c'est vrai dans le travail et en dehors du travail, hein, c'est vrai aussi dans les problématiques de couple ou dans les problématiques familiales. Et ce temps de mise en retraite, je pense que c'est quelque chose qui me semble assez sain pour s'apaiser et pour remettre en route une capacité de réflexion, de mise à distance. Alors, la plupart des gens pensent qu'ils en ont pas besoin. Peut-être qu'une bonne partie n'en ont pas besoin. Mais ceux qui font l'exercice, généralement, reviennent dans un, effectivement, il y a un avant et un après. Voilà. Ok, ouais, donc sur ce qu'on se disait aussi, c'est voilà, enlever l'environnement, couper avec un moment donné sur une durée suffisante pour pouvoir voir un peu les effets et comment est-ce qu'on peut Mm, en ressortir différent mm, ou différente de ça. Ok, tout à fait. top. Je passe aux questions classiques du podcast, ça te va? Mhm. Bon, après, je vais faire des suppositions. Je ne vais pas faire de suppositions, je vais te poser la question et je verrai si ta réponse correspond à celle que j'imagine que tu vas me donner. Ça signifie quoi être aligné pour toi? Parce que c'est un vrai sujet en développement personnel, en connaissance de soi, c'est un sujet aussi à la mode. Est-ce que toi, ça t'évoque quelque chose ou pas? Alors, être aligné. D'abord, tu parles d'aligné. Moi, je vois un alignement, je vois une verticalité. Ok. Et j'ai appris il y a pas longtemps que la virilité, c'était la verticalité. Alors, rien à voir avec le phallus, attention, psychanalyste. Oui. Et du coup, la virilité n'a rien à voir avec la masculinité. Ouais. Et ça m'évoque un principe d'aptonomie. Mhm. Donc, l'aptonomie, c'est la science de l'affectivité. Et j'ai eu la chance de le vivre avec ma fille aînée, je crois, où juste après la naissance, mais tout de suite après la naissance, quand le médecin qui faisait de l'aptonomie, qui nous accompagnait, a pris ma fille aînée dans ses mains, la première chose qu'il a faite avant de la mettre sur le sein de sa mère, il l'a posée assis dans sa main et il nous a dit, voilà, regardez, elle tient assis, elle tient droite. La première expérience qu'elle fait en dehors, une fois sortie de cet environnement liquide, en Mhm. apesanteur, c'est la verticalité. Voilà. Donc pour moi, être aligné, c'est ça, c'est chercher sa verticalité, la verticalité dans laquelle il y a un axe souple, mais droit, entre mon esprit, représenté par mon cerveau, mon cœur, ce qui est important pour moi, peut-être mon âme, c'est peut-être là que je mettrai c'est peut-être dans cet organe que je mettrai l'âme, et mon affectivité, que je situerai comme en autonomie davantage dans le giron, donc dans le bassin. Et ce lien, cet axe-là doit rester souple, mais doit rester un axe dans lequel enfin, ça doit être proche d'une droite entre guillemets, tu vois. Enfin, mais ça doit rester vertical. Mhm. Mhm. Ouais. Ok. C'est suffisamment souple. C'est une Ouais, image ouais. du Du roseau qui. roseau, Voilà. exactement. L'image du roseau. Merci Jean de La Fontaine. Eh ben oui, comme ça. On a bien fait de l'apprendre par cœur celle-là. Ah, complètement, complètement, complètement. Mais du coup, merci pour cette définition-là, parce que souvent, on parle d'alignement tête, cœur, corps, mais là, toi, tu le symbolises. Bon, je fais des gestes en même temps, les auditeurs ne verront pas, mais effectivement, ce côté alignement vertical. Et à la fois, je me posais la question, je m'attendais à ce que peut-être tu repositionnes cette notion de transcendance, du coup, avec finalement le bonheur, mais pas. Et je trouve ça intéressant, du coup, pourquoi pas d'ouvrir, est-ce que la transcendance a la recherche du bonheur ou l'état de bonheur? Non, tout à l'heure, si on part du principe que le bonheur est un saint Graal
et qu'on cherche à l'atteindre, peut-être pas. Mais peut-être que déjà, il faut quand même qu'on se dise que sur l'ensemble de l'humanité, on est quand même pas nombreux à pouvoir se permettre de penser que l'objectif à atteindre, c'est le bonheur. Il y en a quand Oui, même c'est plein, c'est clair. garder leurs enfants en vie. Grave. D'autres, c'est de Ouais, trouver ouais. quelque chose à manger. D'autres, c'est de réussir à sortir de la maladie. Et je parle pas de tous ceux qui sont Ouais. dans des pays en guerre ou autres. On a quand même une sacrée chance d'avoir comme principal problème de se demander comment faire pour être heureux. C'est sûr. Ouais, c'est sûr Et que ça on est change les plus tout. gros consommateurs d'anxiolytiques. Il y a peut-être un lien entre En les deux, mais plus, ouais. peut-être pas. C'est un truc, ouais. Ouais. Effectivement, ouais. Ah, Donc après, la ouais, ça me- transcendance, Mm. pour moi, la transcendance, c'est avoir la conviction. Donc le terme conviction, ça reste un terme neutre, mais si je prenais un terme spirituel, je Mm. parlerais de foi. Avoir la conviction ou avoir la foi qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que on peut participer à quelque chose qui nous dépasse. Alors on pourrait considérer que en fait, non seulement c'est un moyen d'accéder au bonheur, mais en même temps, c'est un excellent outil pour éviter de glisser dans la toute-puissance. Et c'est une de nos problématiques à nous, occidentaux, aujourd'hui, c'est cette tentation de la toute-puissance. La toute-puissance, c'est quand même pas compliqué, même si on est laïque. La toute-puissance, c'est remplacer Dieu, quelle que soit la forme de Dieu. Qu'est-ce qui différencie Dieu de l'homme? Dieu n'est pas soumis au temps. Mm. Dieu crée la vie. Et Dieu décide de la fin de la vie et gagne sur la mort. Et si on regarde toutes les recherches aujourd'hui, de ceux qui ont les moyens financiers et le temps, ça va dans ces trois axes-là. Donc, en Mm. considérant qu'il y a quelque chose qui me dépasse, qu'il y a quelqu'un qui me dépasse, qu'il y a quelque chose qui me transcende, qui me dépasse, ça me permet d'éviter peut-être de tomber dans cet écueil. Ouais. Ok. Autre question classique du podcast. Un conseil qu'on t'a donné ou que tu donnerais pour être soi-même. Ouais, pour être toi-même finalement. Ah bah alors là, ça va être, c'est pas tout à fait un conseil, c'est une phrase qu'on m'a réexpliquée à l'envers. Ah, Dans la tradition chrétienne, il y a une phrase de Jésus qui est aime ton prochain comme toi-même. ah, Donc le prochain, c'est l'autre. ah. Et quelqu'un me l'a réexpliqué en me disant aime-toi toi-même comme tu aimes ton prochain. Et regarde qui tu aimes le plus, donc ton conjoint, ta sœur, ton frère, ton enfant, ton parent. Regarde quel est le prochain que tu aimes le plus et travaille à t'aimer autant que tu l'aimes l'autre. Et c'est pas de l'orgueil, c'est pas du narcissisme. C'est regarde comme tu es capable de pardonner à l'autre. Enfin, toi et moi, on a des enfants. Regarde comme on est capable de pardonner à nos enfants. Est-ce qu'on est capable de se pardonner la moitié de ce qu'on leur pardonne? Mm. Tu vois? C'est en ce sens. Aime ton prochain comme toi-même, et donc ça, c'est important. Et aime-toi, essaie de t'aimer autant que tu aimes ton prochain, sans glisser dans le narcissisme, Oui, tout euh, à fait. Pathologique. voilà, pathologique. Mais sois transigeant envers toi-même, sois patient envers toi-même, pardonne-toi, aime-toi avec tes défauts. Tes défauts sont aussi une de tes qualités. Regarde, c'est logique. Si on avait, enfin, si toi et moi avions toutes les qualités du monde, personne ne pourrait nous aimer. On serait détestable. On Bien enverrait sûr, les autres à leurs tout à propres fait. défauts. En revanche, nos défauts permettent à l'autre, dans la relation de couple ou dans la relation d'amitié, d'avoir une place absolument indispensable dans notre vie, parce qu'ils comblent nos défauts et comblent nos limites. Donc aimer l'autre avec ses défauts, mais s'aimer soi-même aussi avec ses défauts, tout en continuant à travailler dessus. Oui, tout à fait. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà, et c'est peut-être ce Ça travail qui n'empêche est à pas la l'autre. source du Mm. bonheur. Ah, on va boucler la boucle, là. Voilà. Autre sujet aussi que j'aborde sur un pour tous coachés, c'est la notion de réseau. Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière cette notion-là? Est-ce que tu as l'impression de l'entretenir, ton réseau? Est-ce que ça te parle ou pas forcément? On nous a toujours dit que le réseau était indispensable dans le cadre du travail à Psychoprate, hein, toi comme moi, on nous l'a vraiment appris. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'indispensable, mais je pense aussi que, alors ça vient peut-être plus de moi en tant que personne que moi en tant que psy, que c'est pas évident à travailler le réseau en tant que psy pour une dimension professionnelle. Parce qu'on travaille quand Mm. même sur quelque chose d'intime, même en entreprise. C'est Même vrai. en entreprise, on travaille avec une personne morale qui traverse une difficulté. On l'aide, on l'accompagne. Pour autant, je me verrais pas bien mettre ça en avant. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est l'absence de toute fibre commerciale. Peut-être que c'est, je sais pas. Mais le réseau est quelque chose d'indispensable. L'homme est un animal social, quel que soit dans le domaine dans Mm. lequel cette sociabilisation s'exerce. Ok. Et puis, la dernière question. Les ouvrages, les livres, les lectures, est-ce que tu as un ouvrage du moment, un ouvrage qui t'a parlé, écrit, illustré, peu importe, mais que tu auras envie de partager avec nous? L'ouvrage qui m'a ouvert les portes de la psycho, que j'ai lu il y a très longtemps, j'étais au collège, c'était Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué. De mémoire, c'était Howard Buten. Yes. Mhm. Ouais,
Tu l'avais lu Carrément. aussi? Ouais, bah oui. Donc ça, c'est vraiment Ouais. un ouvrage qui m'a ouvert à la Mm, psychologie dans le sens où j'ai commencé à comprendre ce qui pouvait se passer dans la tête de quelqu'un alors que ça n'avait rien à voir avec ce que les gens en comprenaient. mm, mm, mm. Et là, je suis en train de lire un ouvrage, alors ça s'adresse peut-être plus aux psy, mais je notais ça ce matin justement en le lisant. Je me suis dit, tiens, je vais redonner ça en réponse à cette question. Ouais. L'ouvrage s'appelle L'hypnose orientée vers la solution, une approche ericksonienne de Holland et Martin. Et à la limite, je Mhm. conclurai peut-être notre échange par ça. Tout le travail que l'on a à faire en psychothérapie, donc ça c'est Milton Erickson qui dit, c'est de maintenir le patient sur la route et de le faire avancer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est Mhm. la direction. On est juste là pour faire en sorte, il reprenait la métaphore d'une expérience antérieure avec un cheval, mais je laisserai les gens elle est assez connue dans Mm. l'histoire de Milton Erickson. Empêcher le cheval de s'arrêter, brouter sur le bord du chemin, le ramener sur la route sans savoir où il allait aller. En ayant simplement confiance dans le fait qu'il y a quelque chose en lui qui sait où il doit aller et comment il doit aller. Il faut juste le maintenir en état de travail. Mm. Et c'est peut-être là, à mon avis, une orientation intéressante de notre métier de psy, que ce soit en thérapie ou que ce soit en accompagnement ou que ce soit en entreprise. Clairement, ouais. Le son du chemin est chouette. Mm. Du coup, le lien, donc deux ouvrages très différents, mais c'est bien, ça en laisse pour tous les goûts. Je mettrai le lien, comme d'habitude, sur le podcast, enfin sur le résumé du podcast. Et puis, je mettrai aussi le lien pour pouvoir te contacter sur LinkedIn. C'est le plus simple pour toi? Oui, sur LinkedIn ou Ouais, par le site de Peers. oui, ouais. Je mettrai les deux. Et puis, bon, il y a une question que je t'ai pas posée, mais j'y ai répondu tout à l'heure en transition. C'était le prochain épisode. Dans quelques épisodes, j'ai pas exactement le nombre entre les deux, mais c'est prévu qu'on enregistre sur un deuxième sujet qui nous plaît, qui nous anime aussi, et je pense qu'il pourra apporter de la réflexion et de l'eau au moulin de nos auditeurs, auditrices dans la continuité. Mais je n'en dis pas plus. Je laissera découvrir le sujet, le thème, comment on l'amène dans Mm. quelques semaines. En tout cas, je voulais vraiment te remercier, Laurent, de ce temps passé ensemble. Comme d'habitude, j'ai pas vu passer le temps, donc c'était très chouette. Merci beaucoup pour tous tes apports, pour tout ce que tu as pu nous livrer. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose que tu as envie de nous partager, ou un élément là qui vient sur le fil juste avant de couper l'enregistrement. On t'écoute. Ben d'abord, je te remercie aussi pour cet échange. C'est toujours un plaisir et c'est très agréable de prendre le temps de réfléchir à des sujets dont on discute comme ça un petit peu en off tous les deux. Puis voilà, à partir du moment où on décide d'en faire un podcast, il faut y réfléchir d'une manière un peu plus précise. Pour conclure, qu'est-ce que je pourrais dire? Une phrase qui est importante pour moi en tant que psy et qui permet de comprendre beaucoup de choses. Je ne tiens pour vrai que ce dont j'ai fait l'expérience. Tout le reste, ça n'est que de la conviction. Waouh. Ok. Eh ben, ce sera un troisième podcast. C'est le podcast. Merci bien, ma petite dame. Il y en a un Cool. peu plus, je vous le laisse quand même. Bon, ok. Mais c'est bien, je trouve que là, pour le coup, ça permet de continuer à alimenter. Ok, bah merci beaucoup pour ce partage. T'en En tout cas, prie, avec je plaisir. te dis à très vite pour l'enregistrement numéro 2. Ça marche, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.